Merci de nous écouter et voici le grand journal. À la une, les Djambars, les soldats sénégalais envoyés à la guerre du Golfe dans les années 90 et victimes de l'accident d'avion d'il y a 28 ans. C'était le 21 mars 91. Les familles des victimes et les survivants réclament toujours leur indemnisation. Elle passe aux aveux la suspecte dans la mort d'un enseignant à Diourbel. Elle ne nie pas les faits, même si l'enquête ne vise plus l'inculpation pour meurtre prémédité. Maîtresse d'un homme marié, la série télé qui fait débat, c'est notre dossier du jour. Des associations islamiques dénoncent le contenu. Des spécialistes du cinéma estiment qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le grand journal sur RFM dans un quart d'heure, l'actualité internationale préparée par Georges Détié-Diop. Au Burkina Faso, moment crucial du procès du coup d'État manqué de septembre 2015, la diffusion des conversations téléphoniques entre les principaux accusés, conversations téléphoniques entre Diendéré et Guillaume Soro. En Guinée-Bissau, le PAIGC, vainqueur des législatives, la Cour suprême a confirmé les résultats de la Commission nationale des élections en République démocratique du Congo. Deux ennemis d'hier se rapprochent à la faveur de la crise du Sénat. Bemba et Kabila, leur parti et coalition ensemble pour s'opposer au report de l'installation du Sénat. À suivre également le journal des sports de Soda Cham. Football éliminatoire Cannes 2019, quatrième séance d'entraînement des Lions au stade La Dior de Thiès à 19h. Une séance à huis clos. Comme hier, le stade Léopold Sédar Senghor prêt à accueillir la rencontre amicale Sénégal-Mali. La directrice du stade Cécile Faye donne des assurances. Handball, tournoi zone 2, l'équipe nationale féminine du Sénégal qui a battu hier la Guinée, déjà qualifiée aux 12e Jeux africains. La journée internationale des forêts, aujourd'hui 21 mars, le débat du jour dans la rubrique Point de vue. Comment protéger les forêts au Sénégal? C'est le grand journal. Bienvenue, bonjour à tous. Et d'abord des nouvelles de l'enquête sur la mort d'Henri Ndiaye, cet enseignant tué à Ngoye dans la région de Diourbel. La présumée suspecte n'a pas nié les faits au cours de son interrogatoire par les enquêteurs de la gendarmerie. On apprend d'ailleurs que l'inculpation retenue, ce n'est pas le meurtre, mais plutôt la qualification de coup mortel. Babacar Diouf. Devant les enquêteurs de la gendarmerie de Ndoulo, la présumée meurtrière de Henri Ndiaye n'a pas nié les faits. Elle a même avoué avoir accouru pour appeler les secours. Revenant sur le mobile de son geste mortel, elle aurait laissé entendre que le défunt avait fini par l'énerver, ce après moultes avertissements. C'est ainsi qu'elle lui porta le coup fatal. Ce dossier pourrait connaître des circonstances atténuantes. Selon des informations dignes de foi, le parquet n'a pas visé le meurtre. C'est plutôt un coup mortel qui a été consigné dans le dossier. Actuellement, les prévenus attendent la désignation par le tribunal d'un juge d'instruction. C'est ce qui aurait même retardé leur audition hier. Conséquence, ils ont bénéficié d'un retour de parquet. Les deux autres prévenus, interpellés pour non-assistance à une personne en danger, pourraient retrouver la liberté aujourd'hui. Tout le contraire de Mélanie, la maman de la fille, qui devrait répondre du chef d'accusation de vente illégale de boissons alcoolisées. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Oui, dans cette affaire, la mère de l'élève incriminé a été aussi arrêtée et placée en garde à vue parce qu'elle est la propriétaire du bar dans lequel les faits se sont déroulés. Un bar clandestin selon la gendarmerie. Son fils Henri-Joël Sambou réagit et demande à ce que sa mère soit relâchée parce que malade. Des propos au micro de Babacar Diouf. Moi, ce jour-là, j'étais dans mon appartement jusqu'au moment où ma mère est venue me demander de sortir parce qu'il y avait un accident dans la maison. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit que c'est ma sœur qui avait poignardé Henri Ndiaye. Nous nous sommes affairés autour de lui, on a appelé un taxi et nous l'avons transporté à l'hôpital. Henri nous prenait pour ses frères et sœurs. Il était très gentil avec nous. Chaque fois qu'il était au village, il fréquentait notre maison. Tout ce qu'on raconte n'est que pure fiction. Henri et ma sœur n'entretenaient aucune relation amoureuse. Ma mère, on l'a arrêtée pour vente de boissons alcoolisées, sans autorisation. Moi, ce que je demande, c'est qu'elle soit libérée puisqu'elle est souffrante. En pareille période l'année dernière, elle était à l'hôpital.
puisqu'elle avait fait l'objet d'une opération. La vente illicite de carburant et parfois dans des conditions dangereuses. Notre correspondant à Louga, Alocénou Diagne, vient de nous apprendre que le service régional du commerce a découvert à l'arrière-boutique d'un magasin 400 litres d'essence stockée et qui était destiné au marché noir. La vente de carburant dans des lieux non autorisés, voilà un phénomène qui se développe dans la région de Louga, mais c'est sans compter avec la vigilance du service régional du commerce qui, lors d'une tournée de contrôle, a mis la main sur 400 litres de gasoil dans 2 localités différentes. Mohamed Adam Mbaye, commissaire aux enquêtes économiques, chef du service régional du commerce de Louga. En réalité, les activités d'importation, donc de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures, donc répondre à un certain nombre de règles dont la violation est sanctionnée. Donc pour ces cas-ci, le lieu n'était pas habilité, les personnes qui procédaient à ces ventes-là n'avaient pas de licence allant dans ce sens-là. Dans des boutiques d'alimentation générale, que le carburant doit être vendu dans des stations ou soit des stations d'essence comme on dit ou bien des stations de pêche. Les mis en cause ont été sanctionnés conformément à la législation en vigueur, selon le chef du service régional du commerce de Louga. D'abord, les produits donc objets de l'infraction ont été saisis. Les mises en cause ont également été sanctionnées administrativement, c'est-à-dire on leur a infligé des amendes. C'est la loi 98-31 donc du 14 avril 1998 qui est relative aux activités donc d'importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures. Le service régional de Louga a d'ailleurs récemment mis hors de circuit plus de 10 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation et un lot important de médicaments frauduleux chez un pharmacien de la place. Louga, Alocénou Diagne, RFM. Et ces nombreux salons de massage qui ne sont pas en conformité avec la loi, des instituts de massage illégaux, illicites. Les professionnels du secteur dénoncent et proposent des solutions et demandent à l'autorité de sévir pour assainir le secteur, parce que dans ces salons de massage illicites, on propose bien sûr le massage, mais parfois aussi des services douteux. Un reportage de Sorna Antandjaï. Massage 100 000 francs, massage plus 10 000 francs CFA, c'est ce qu'on peut lire sur une page d'annonce sur Facebook. Une annonce accompagnée d'une photo sur laquelle une femme aux formes généreuses à moitié nue est mise en avant. Certains instituts de beauté refusent de communiquer sur le phénomène. Alors, vous pouvez patienter 1 minute, je passe un coup de fil là-bas. D'accord. Est-ce que je peux... Non, elle avait donné. Moi, j'avais reçu. Elle vient après-midi. Elle vient tous les après-midi. Et vous ne pouvez pas vous exprimer? Après plusieurs tentatives, une des gérantes d'institut accepte d'en parler. Trouvée sur l'avenue Lamine Gueye, elle dénonce les brebis galeuses qui ternissent leur image. Déjà, ils sont en train de gâter l'image de ceux qui travaillent et en bonne et due forme dans ce métier. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire la distinction entre tel travaille bien, tel travaille mal, non. Mais on va globaliser. Et donc, ça fait que ça gâte l'image, ça dégraine en fait l'image qu'on a. En face d'elle, une cliente se fait masser les pieds. Pour cette dame, pas question de livrer son corps à des non-professionnels. Je préfère me lever, aller dans un institut ou aller quelque part où je sais que c'est bien fait et puis ou de bouche à oreille, on me dit ici ça se fait bien, je me lève, je vais, je fais ce que j'ai à faire et je rentre chez moi. Le week-end dernier, la brigade des mœurs a démantelé un important réseau de prostitution déguisé en salon de massage. L'objectif est d'anéantir l'avancée des instituts de massage clandestins. Lendemain du Conseil interministériel sur la prévention des incendies sur les marchés. Reportage au marché HLM à Dakar. L'avis des vendeurs sur la série de mesures annoncées par le gouvernement. Vous allez les entendre. Beaucoup disent qu'il faut que chacun fasse son travail. C'est un reportage de Salimata Aou. Le bruit assourdissant des machines à coudre empêche les passants de communiquer convenablement. Les incendies dans les marchés n'ont pas laissé ces tailleurs indifférents. Ils veulent un suivi des mesures prises hier. À chaque fois, des décisions sont prises, mais ne sont jamais suivies d'effet. De toute façon, nous aussi, on doit revoir notre comportement, les branchements clandestins surtout. Nous pouvons éviter quand même les incendies. Les branchements clandestins d'électricité, ils le reconnaissent
reconnaissent et demandent à la Sénélec d'agir. La Sénélec doit faire des descentes pour contrôler parfois les branchements clandestins. Des fois, c'est un seul compteur qui alimente des dizaines de boutiques. C'est grave et c'est pas normal. Mamadou Lo a fait plus de 10 ans dans ce marché et il ne connaît qu'une seule bouche d'incendie, ce qui n'est pas normal, souligne-t-il. Bouche d'incendie par ici, franchement, je n'en ai vu qu'une seule et qui est de l'autre côté. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça fonctionne ou pas. Il devrait y avoir des contrôles quand même de temps en temps. L'incendie du marché Petersen a fait réagir les autorités. D'importantes mesures sont prises, notamment l'installation de bouches d'incendie, mais aussi des heures d'ouverture et de fermeture, entre autres. Pour beaucoup de commerçants, le suivi et la rigueur seront les meilleures solutions. RFM 94.0, la radio en puissance. C'est le grand journal sur RFM midi 11. Les étudiants de l'École nationale de développement social et sanitaire ENDSS ont observé une grève de 24 heures aujourd'hui. Ils demandent la séparation de la certification définitive avec les écoles privées de santé ainsi que la tenue d'une deuxième session de la certification de 2018. Ces étudiants ont tenu d'ailleurs un point de presse ce matin. Hassan Ndiaye, le président du comité des étudiants de l'ENDSS, au micro de d'Aïssata Diak. Nous sommes réunis aujourd'hui afin de manifester notre mécontentement face au retard dans la programmation de la deuxième session de la certification 2017-2018. Nous rappelons à cet effet que nous étudiants des écoles publiques de santé, en l'occurrence les centres régionaux de formation en santé et l'École nationale de développement sanitaire et social, l'ENDSS, avons décidé de suspendre nos cours et stages aujourd'hui, le jeudi. Nous rappelons que depuis la proclamation des résultats de la première session, c'est-à-dire le 31 décembre 2018, nos aînés sont dans l'attente de la deuxième session qui tarde à venir. Les examens de certification sont toujours déroulés au mois de juillet pour la première session et au mois d'octobre pour la deuxième session. Suite au changement du système d'évaluation de l'année passée, l'examen a pu être repoussé jusqu'en octobre et a dû prendre énormément de temps, ce qui est compréhensible face au nombre pléthorique des étudiants qui réunissent les écoles privées et les écoles publiques. Nous exigeons de la tutelle une programmation immédiate de la deuxième session de la certification 2017-2018 pour nos aînés et pour les promotions à venir, une suppression de la certification, voire même l'organisation en interne de la certification des étudiants de l'ENDSS et des CRFS, c'est-à-dire le public. Et c'est l'un des titres de ce grand journal. Il y a 28 ans aujourd'hui, le 21 mars 1991, 93 soldats sénégalais, 93 djambars qui participaient à la guerre du Golfe perdaient la vie après le crash d'un avion en Arabie Saoudite. Ils venaient d'effectuer la Umrah, le petit pèlerinage au lieu saint de l'islam. Mais 28 ans après, les survivants et les familles des victimes de ce crash réclament toujours leur indemnisation. Ils gardent espoir malgré tout. Selon eux, le dossier est entre les mains du président de la République. Sur le sujet, le secrétaire général adjoint du collectif des djambars du Golfe, Elhaj Abdoulaye Diouf, au micro, joint au téléphone par Elhaj Djogoudjen. Le ministre des Forces armées nous a reçus 2 reprises, comme je disais la fois dernière. Donc après quoi, on a été reçus par le Premier ministre à 4 reprises. Bon, ils avaient créé une commission, dirigée par le général Amadou Anta Gueye. Bon, il y avait aussi le colonel Ndiaye de la DIRPA et Mamatar Gueye de Djamra et un commissaire de police. Après avoir fini le travail, ils ont remis le dossier au Premier ministre. Il paraît que le Premier ministre l'a remis au président de la République. Maintenant, l'affaire est sur la table du président de la République. Ce qu'on attend du chef de l'État, c'est qu'il paye les indemnités de guerre. Donc, depuis 28 ans, on court derrière les indemnités. Jusqu'ici, rien n'a signalé encore. Bon, ce qu'on attend de lui, comme il est de bonne foi, espérons qu'il va payer les indemnités. Et quel est le montant des indemnités de guerre que l'État vous doit? La somme, on ne peut pas le dire parce que c'est lui qui est habilité à définir la somme. Bon, parce qu'on ne sait pas comment l'État va procéder le paiement, mais on espère que le chef de l'État va payer. C'est ce qu'on espère. Le collectif des djambars du Golfe organise cet après-midi une journée
de prière pour commémorer cette date du 21 mars 1991. Cérémonie prévue à la Grande Mosquée de Dakar à partir de 14h. L'ONG Jamra, l'ONG islamique Jamra, qui condamne et dénonce l'attitude ou la philosophie véhiculée sur certains sites web ou sur certaines chaînes de télévision. Jamra vise ces derniers temps la série Maîtresse d'un homme marié, série télé diffusée par la chaîne 2S TV. Pour les membres de cette association islamique, les messages véhiculés à travers cette production poussent à la perversion des jeunes. Alors, réaction contraire du côté des professionnels, des critiques de cinéma surtout, pensent qu'il n'y a pas à faire un débat autour du contenu de cette série Maîtresse d'un homme. Nafissa Toussila. Agression, perversion, entre autres termes que Mam Makhtar Gueye colle à la série Maîtresse d'un homme marié. Le vice-président de l'ONG Jamra se dit choqué par cette production qui, selon lui, s'inspire d'une culture occidentale. Nous condamnons ces déplorables copies-collées qui ne sont en fait que des mimétismes des sous-cultures occidentales, comme si nous n'étions pas suffisamment agressés dans nos valeurs par ces telenovelas et consorts. On a été tellement agressés qu'il ne serait pas sage d'en rajouter. Ces séries, particulièrement Maîtresse d'un homme marié, se distinguent dans la promotion du langage grossier et vulgaire, tout en faisant également l'apologie de l'adultère et de la fornication. Nous avons tous entendu cette dame dire à une de ses amies qui lui portait conseil pour la remettre sur la bonne voie. Elle a répliqué en lui disant « C'est scandaleux ». Mam Makhtar Gueye ne s'en arrête pas là. Maîtresse d'un homme marié perverti et banalise des contre-valeurs, et tout en faisant également une incitation à l'endroit de la jeunesse vers des comportements déviants, c'est-à-dire le voyeurisme et les agressions sexuelles. Pour la journaliste et présidente de l'Association sénégalaise de la critique cinématographique, c'est juste une fiction, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Fatou Kinesen. Je ne vois pas en quoi cette série va à l'encontre de nos mœurs, d'autant plus que c'est des choses que l'on vit dans la réalité en y ajoutant un peu de l'imaginaire. Quand Jamra dit que c'est à l'encontre de nos mœurs, peut-être qu'ils ont leur raison, mais moi je suis contre la restriction de la liberté de création. De l'avis de la critique cinématographique, personne n'est obligé de regarder. On peut avoir la latitude de regarder autre chose, pire même qui se passe ailleurs et que nos sociétés regardent. Les enfants regardent des films pires que ça. Et personne ne dit qu'il faut restreindre les paraboles, les films qui nous parviennent au Sénégal. Je crois que c'est un faux débat. En tout cas, de dire que cette série va à l'encontre de nos mœurs. Le 19 août 2000, l'ONG Jamra avait initié une marche contre une série télévisée, Confession érotique. Elle avait obtenu gain de cause. Pour cette fois-ci, une plainte est déjà déposée au CNRA, mais Mam Makhtar Gueye envisage un terrain d'entente avant de passer à la vitesse supérieure. Nous allons fraternellement discuter avec l'initiatrice de cette série pour échanger parce que nous avons tous les mêmes préoccupations et nous sommes certains qu'elle est animée de bonne foi. Mais encore une fois, il y a des recadrages à faire. Dans tous les cas, le ton est donné par Mam Makhtar Gueye. Pour l'heure, l'équipe qui a produit la série a décidé de ne pas se prononcer et ceci dans le cadre d'une politique de communication. RFM. L'actualité internationale. C'est le journal de Georges Détié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Babacar. Le procès du coup d'État manqué en septembre 2015 au Burkina Faso, on en est à la présentation des pièces à conviction. Et ce qui aura retenu l'attention, c'est la diffusion des enregistrements des conversations téléphoniques entre les principaux accusés et d'autres personnes. Mamadou Aïssa Ndiaye. Le procès du coup d'État de septembre 2015 est en train de révéler tous ses secrets. Des conversations sont diffusées selon RFI entre les supposés auteurs du putsch conduit par le général Djibril Bassolé et plusieurs personnalités dont Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Ces éléments sonores, selon le site, laissent entendre des discussions de stratégie pour réussir le coup d'État et bloquer la tenue des élections prévues en fin de période de transition. Ces conversations entre l'ex-ministre des Affaires étrangères Djibril Bassolé et Guillaume Soro ont été authentifiées par un informaticien. Selon Chérif Sy, l'ancien président de l'Assemblée nationale burkinabé et actuel ministre de la Défense, confirme que ces propos auraient été reconnus par Guillaume Soro, même si ce dernier refute ces assertions. Rappelons que l'ex-président burkinabé Jean-Baptiste Ouadéogo, considéré comme témoin privilégié, a été cité par le général Diendéré comme celui qui l'avait indiqué à prendre la tête du pays. En Guinée-Bissau, Georges, la Cour suprême donne la victoire ou confirme la victoire du PAIGC
aux législatives. Oui, c'est hier que la Cour suprême a validé les résultats annoncés le 13 mars dernier par la Commission nationale des élections. Ces résultats donnent le PAIGC victorieux avec 47 sièges sur 102. Sur les 21 formations en lice, 6 seulement ont obtenu des sièges, 6 dont le MADEM G15 avec 27 sièges, 21 pour le Parti pour la rénovation sociale. La République démocratique du Congo, la crise du Sénat rapproche Bemba et Kabila. Le parti de Jean-Pierre Bemba a décidé de s'allier à la coalition de l'ancien président Kabila. C'est dans le dessein de s'opposer au report de l'installation des sénateurs nouvellement élus. Le MLC de Bemba et le FCC pro-Kabila estiment que ni le président Tshisekedi ni la réunion interministérielle qu'il a convoquée n'ont le pouvoir légal de suspendre l'installation du nouveau Sénat ou de reporter les élections des gouverneurs. Et puis l'Algérie, le vice-premier ministre poursuit ses visites diplomatiques en Europe. Ramtan Lamamra enchaîne des déplacements alors que les manifestations contre le système au pouvoir s'intensifient et cela sonne comme un appel à l'aide. Rome lundi, Moscou mardi et Berlin mercredi. Notez que Bouteflika s'isole de plus en plus d'affection de ses soutiens habituels. L'association des Zaouïa rallie les revendications du peuple algérien. Maoud Boushrab, coordinateur du FLN, lui a affirmé que le Front de Libération Nationale soutenait désormais le mouvement populaire de contestation Babacar. Georges Diop, le journal international, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour, il va porter sur comment protéger nos forêts au Sénégal. Aujourd'hui, 21 mars, journée internationale des forêts. RFM Sport. Les sports présentés par Soda Cham. Bonjour Soda. Bonjour Babacar. Éliminatoire de la CAN 2019 Sénégal-Madagascar. On rappelle, les deux équipes sont qualifiées. Objectif, qui va prendre la première place? C'est l'enjeu de cette rencontre. Le stade Léopold Sédar Senghor qui est prêt à accueillir en revanche, parce que Sénégal-Madagascar c'est à Thiès au stade Ladior. En revanche, Sénégal-Mali match amical mardi, eh bien ça pourrait être au stade Senghor. La directrice du stade Léopold Sédar Senghor affirme que les travaux ont bien avancé et Cécile Faye assure que le stade Père Léo peut bel et bien accueillir une compétition internationale. Cécile Faye, que je vous propose d'écouter. À mon avis, oui, mais moi, c'est l'œil du profane. Maintenant, c'est aux techniciens de venir voir et de dire ce qu'ils en pensent. Mais nous, on n'a pas arrêté de travailler sur cette pelouse-là. À chaque fois, on a mis le maximum, mais tout le monde sait que tout le temps, il y a des contestations. Mais en tant que directrice du stade, je pense qu'on peut jouer sur cette solution. On est toujours prêt ici au stade Léopold Sédar Senghor à accueillir, quel que soit l'événement. Maintenant, c'est les personnes qu'on accueille, comme j'ai dit, les techniciens, c'est à eux de voir, parce que ce qui est bien pour nous peut ne pas l'être pour les techniciens, l'entraîneur, les joueurs, etc. Mais pour nous, actuellement, on peut accueillir un match au stade. C'était Cécile Faye, directrice du stade Léopold Sédar Senghor. Rappelez que les Lions vont effectuer leur 4e séance d'entraînement aujourd'hui au stade Ladior de Thiès. Ce sera à 19h. Babacar, l'équipe nationale U23 vient d'arriver à l'aéroport de Dias. Les protégés de Joseph Koto ont voyagé dans le même vol que l'équipe guinéenne, et ce après leur défaite hier face à la Guinée, comptant pour les éliminatoires de la CAN U23. Match retour prévu dimanche au stade Ladior de Thiès. Le football local, Soda, avec la suite des 16e de finale de la Coupe du Sénégal cet après-midi. Au stade Alassane Digo à 15h, HLM Grand Yoff fera face à Renaissance. À 17h, Nyari Tali Amitié Thiès. Au stade Amadou Barry à 16h. Oslo face à l'Ice Pikine à 18h plutôt. Au stade Mawade Wade, UGB fera face au Giraffe de Dakar, c'est à 16h. Et à 18h, Linger Étoile Lusitana. En Europe, c'est le début des éliminatoires pour l'Euro 2020.
Pour le groupe C, 19h45, Pays-Bas face à Biélorussie, Irlande du Nord, Estonie, groupe E, 19h45 toujours, Croatie et Azerbaïdjan, Slovaquie, Hongrie, groupe G, Autriche va affronter Pologne, Macédoine, Lettonie, Israël, Slovénie. Et pour le groupe I, toujours à 15h plus tôt, Kazakhstan fera face à Écosse, à 17h Chypre, Saint-Marin et à 19h45 Belgique, Russie. Le handball maintenant avec le tournoi de la zone 2 en Afrique. L'équipe nationale féminine du Sénégal déjà qualifiée aux 12e Jeux africains. Les Lions ont battu hier la Guinée 26-21 avant même la deuxième confrontation contre cette équipe guinéenne. Les protégés de Frédéric Boujan sont déjà qualifiés, vous l'avez dit Babacar, aux 12e Jeux africains prévus au Maroc. Le sélectionneur des Lions félicite ses joueuses et affirme que ce tournoi permet de faire une revue d'effectifs. Frédéric Boujan que je vous propose d'écouter. Un match de reprise pour nous avec très peu de temps pour se préparer puisqu'on a eu la possibilité de faire 2 entraînements en commun après un long voyage. Mais voilà, c'est un match de reprise qui nous permet d'évaluer un peu les joueuses après 3 mois passés dans leur club et de lancer aussi le projet en vue de la préparation des Jeux africains cet été, vraisemblablement d'un TQ au mois de septembre et puis des championnats du monde en décembre. Donc une revue d'effectifs, la mise en place du projet et puis aussi quelques essais. Voilà. Le stage de mars et le stage de mois de juin nous permettront de faire quelques essais, soit au niveau des jeux, soit au niveau tactique, pour préparer la deuxième partie de la saison. Et concernant l'équipe nationale masculine de handball, elle doit se rattraper, Babacar, lors de la manche retour contre la Guinée. Pour se qualifier, le sélectionneur des Lions du handball explique les raisons de la défaite d'hier face à la Guinée 18-21. Djibi Diagne, il s'appelle. Mais nous avons perdu de 3 buts contre une très belle équipe de la Guinée. Et sauf que nous, on ne peut en vouloir qu'à nous-mêmes. Parce que quand on ne met que 18 buts dans un match de ce niveau, on ne peut pas espérer gagner. Donc on prend certes 21 buts, ce qui ne paraît pas énorme, mais on n'aurait jamais dû prendre ce nombre de buts contre une telle équipe. Donc nous avons fait le point avec les joueurs. Donc sur ce qu'il nous reste à faire, parce qu'on est venu chercher la qualification, et pour se qualifier, il faut gagner de plus de 3 buts, ou de 3 buts en marquant plus de buts. Donc je pense et j'espère que les joueurs en ont pris conscience. Donc on a eu quelques soucis aussi administratifs avec nos expatriés de France qui n'ont pas pu jouer. Mais bon, ça après, on espère avoir des nouvelles dans la journée pour leur qualification. Parce qu'avec ces joueurs-là, on a beaucoup travaillé pendant tout le stage qu'on a fait. Et beaucoup de choses ont été, pratiquement tous les enclenchements qu'on a travaillé, c'était avec eux. Et je pense que aussi les avoir avec nous, ça nous donnera plus de chances pour atteindre l'objectif qui est la qualification pour les Jeux africains. On termine et très rapidement avec du basket, Soda. Avec du basket, les quarts de finale de la Coupe Saint-Michel consacrée aux messieurs. Aujourd'hui au Stadium Marius Ndiaye à 17h30, HLM Basket Club fera face à US Ouakam. À 19h, Dakar Université Club face à Sibac. Rappelez juste que l'AS Douane et la GIA ont déjà obtenu leur qualification pour les demi-finales, Babacar. Le journal des sports de Soda Thiam, merci. RFM, la radio de toute l'actualité. Notre série de reportages sur le mois de mars, mois de la femme. Aujourd'hui, reportage sur les marchés de Dakar, les marchés du Sénégal. Quand vous débarquez, une image qui vous frappe, ces femmes âgées qui continuent d'avoir de l'activité, de rester vendeuses pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Elles n'ont pas le choix. Un reportage d'Assigaï. Entre passion et envie de subvenir aux besoins de la famille, les personnes du 3e âge restent toujours actives. Vendre de l'eau, des poissons ou même des fruits locaux pour ne pas tendre la main. Mériacine est une vendeuse de poissons, un métier qu'elle a choisi et qui l'aide dans les dépenses quotidiennes. Ce sont les difficultés de la vie qui me poussent toujours à vendre du poisson. Je n'ai qu'un seul garçon et vraiment, les moyens ne suivent pas. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans le métier, mais je rends grâce au bon Dieu. Panier d'eau sur la tête, cette dame est habitante des HLM. Chaque matin, elle est ambulante dans les rues de Dakar pour écouler sa marchandise. Sous le couvert de l'anonymat, elle raconte son calvaire.
C'est grâce à mes bénéfices que je parviens à satisfaire mes besoins. C'est très dur avec la marche que je fais. Tout mon corps me fait mal. Que Dieu nous vienne en aide. Elle fait le trajet Thiaroye-HLM tous les jours. Dans sa bassine, des sachets de fruits locaux. Nogaye Mbaye, grâce à ses revenus, assure la dépense quotidienne. J'ai perdu mon mari et mes enfants ne dépendent que de moi. Je suis trop fatiguée, mais je ne peux pas rester à la maison. Il faut que je travaille. En dépit de leur âge avancé, les personnes du troisième âge ne sont pas prêtes à raccrocher. Dans le souci de participer à la prise en charge de la famille, elles ne reculent pas devant les difficultés de la vie. RFM, la chronique du jour. C'est jeudi, c'est la chronique d'Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye, réflexion sur ce flux d'images violentes sur Internet ces derniers jours. C'est une histoire en effet d'images aux réalités différentes qui ont eu en commun de nous choquer sur la toile. Il s'agit tout d'abord du faux intérieur de l'avion éthiopien avec des supposés passagers pris de panique vivant les derniers instants qui précèdent le crash. Dans une logique de construction d'une tragédie, on n'hésita pas à raccorder, comme diraient les spécialistes de l'écriture télévisuelle, ces dernières scènes avec un extérieur appareil qui pique vers le sol, avant de finir par une explosion. Vérification faite, nous eûmes droit qu'à une succession d'images sans lien entre elles et qui n'avaient rien à voir avec l'accident de l'appareil éthiopien. On a alors prétexté d'un drame regrettable pour construire par un assemblage d'images une fausse vraie histoire de l'accident de l'avion éthiopien. Le but recherché par les auteurs de cette manipulation est de susciter de l'émotion par le procédé du viral, pratique dont raffolent les inconditionnels de la toile. Moralité, la réalité d'un avion qui s'est écrasé faisant plus de 150 victimes ayant ému le monde entier ne devrait pas être réduite à du spectacle faussement élaboré comme d'un film d'horreur au scénario mal assis. Tout cela pour reconnaître que la toile, objet de toutes nos envies de voir et d'exister, demeure de plus en plus une zone de non-contrôle avec une bonne part de fallacieux, d'images décontextualisées qu'on y véhicule. Autre image à questionnement, mais cette fois-ci réelle, celle de Paris qui brûle à travers une de ses avenues les plus mythiques, les Champs-Élysées. Elles sont des images expressions d'une démocratie émeutière. Une bande de casseurs s'est en effet donné le droit de porter atteinte au bien d'autrui. Ces chouans des temps modernes ont envoyé au monde des images peu valorisantes pour un pays, la France. Image pour image, celles de Paris en flammes ont ému plus d'un. Abdoulaye Ndiaye, merci. À jeudi pour une nouvelle chronique. RFM, la presse du jour. Oumou Équipement est le partenaire idéal. Besoin en équipement informatique, matériel et consommables, surveillance, solutions computing, virtuaux interactifs, équipement de télémédecine, système de DMJ, data sont la solution pour vous faire au mieux. Avec une expérience de dans le domaine d'éthique, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Ou appelez-nous au 33 889 88 14. Site internet www.oumouinformatique.com. Oumou Informatique vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Georges Détié-Diop. L'acte est jugé terrible par le journal Le Quotidien. Enquête parle d'un coup de folie et l'Observateur d'un comportement à des fins terroristes. Vox Populi va droit au but et nous apprend qu'en Italie, un Sénégalais met le feu au bus avec 51 élèves à bord. Son nom, Ousseynoussi. Le Quotidien souligne qu'il a pris en otage une cinquantaine de collégiens avant de mettre le feu au véhicule pour des raisons encore confuses. En effet, Ousseynou voulait dénoncer la politique migratoire du gouvernement italien. D'ailleurs, les journaux rapportent ses propos lorsqu'il montait à bord du bus. Il aurait dit « Les morts en Méditerranée doivent être arrêtés. Je vais y mettre fin ». Heureusement, la tragédie a été évitée, mais enquête indique que 12 enfants, 2 professeurs et Ousseynoussi sont admis à l'hôpital. Le journal Le Quotidien affirme qu'Ousseynoussi est mis en détention. Et la police, selon enquête, n'écarte pas la piste terroriste. Ce que semble confirmer l'Observateur qui décline les infractions retenues contre lui. Enlèvement, agissement à des fins terroristes. L'Obs, sous un autre registre, informe que le gouvernement a pris 6 décisions pour faire face à la recrudescence des incendies dans les marchés
marchés. C'était lors d'un conseil interministériel dont le Soleil se fait l'écho. Le quotidien gouvernemental liste les 6 mesures pour mieux sécuriser les marchés contre les incendies. Entre autres, la validation d'un programme d'un coût de 300 millions de francs CFA pour installer et remettre à niveau les bouches d'incendie, la modernisation des marchés, la consolidation du cadre institutionnel de gestion des marchés, la construction de nouveaux marchés à Sandaga, Ndoumbe Diop, Tilène, l'évaluation exhaustive nécessaire des 3 derniers marchés qui ont été l'objet d'incendies. Des mesures qui seront sans doute mises en œuvre par le prochain gouvernement qui sera formé après la prestation de serment de Macky Sall. À ce propos, l'Observateur nous apprend que c'est le centre des expositions de Diamniadio qui est choisi pour abriter la cérémonie. D'ailleurs, une équipe de reconnaissance composée des services impliqués dans l'organisation était sur le site en visite de reconnaissance. Et pendant ce temps, des proches de Macky Sall se crêpent le chignon par presse interposée. Après la sortie de Moustapha Diakhaté sur Khalifa Sall et Karim Wade, manifestant son opposition à toute idée de grâce ou d'amnistie, c'était hier dans le quotidien. Ce matin, Youssou Touré réagit dans Source A. Il trouve gravissime les propos de Moustapha Diakhaté. Youssou Touré évoque aussi la situation des transhumants et les premiers compagnons de Macky Sall. Et c'est pour dire que maintenant, ce sont les transhumants qui sont au sommet et eux qui ont été à tous les combats sont devenus des moins criants. L'économie numérique à présent avec cette déclaration du directeur général de Sonatel. Selon le quotidien là, Sékou Dramé a révélé la perte de 20 milliards de francs CFA de Sonatel à cause des OTT comme WhatsApp, Messenger et Viber qui constituent une véritable menace pour les opérateurs traditionnels de téléphonie. Sékou Dramé l'a fait savoir hier lors de Pentium Sonatel, une rencontre avec les journalistes. D'après le directeur général, la Sonatel a subi aussi une perte de 5 milliards de francs CFA sur les appels entrants à cause des réseaux internationaux de trafic des appels. Sport pour terminer, Sénégal-Madagascar de samedi prochain. Record indique que Aliou Cissé peaufine un 4-3-3 avec Idrissa Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye et Crépin Diatta au milieu. Les Malgaches, eux, ne vont pas se laisser faire. Dans les Échos, leur entraîneur Nicolas Dupuis déclare qu'ils veulent créer l'exploit. À vos kiosques et bonne lecture. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique. Matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine d'éthique, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Notre service après-vente de qualité vous assure aussi une meilleure prise en charge. Venez vite visiter notre showroom sur l'avenue Blaise Diagne, en face d'Outasek ou au point E, boulevard de l'Est, angle 2 bis. Ou appelez-nous au 33 889 88 14. Site internet www.oumouinformatique.com. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur comment éviter la dégradation de nos forêts au Sénégal. Aujourd'hui, journée internationale des forêts. Avec nous, le ministre de l'Environnement, Mame Thierno Dieng. Bonjour. Bonjour. Mamadou Berté, écologiste également, il est avec nous. Il est responsable de la vie politique et de l'économie solidaire au RES, le Rassemblement des écologistes du Sénégal. Bonjour, Mamadou Berté. Bonjour. Question d'abord au ministre de l'Environnement, Mame Thierno Dieng, face à l'urbanisation galopante de notre pays, de nos villes, les villes qui supplantent de plus en plus les espaces. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites déjà contre ça ? Oui, je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous me donnez pour célébrer à notre façon cette journée mondiale dédiée aux forêts. Effectivement, sous la pression démographique galopante des villes, consécutivement donc à ce qu'on pourrait appeler l'exode rural, il y a une très forte pression sur les terres. Il faut peut-être ramener les choses à leur juste proportion. Et dire que cette démographie, aussi galopante qu'elle soit, ne se fait pas au détriment de la préservation attendue et souhaitée des forêts, même en pleine ville. C'est pas lié ? Non, le lien n'est pas direct. Le lien n'est pas direct. Dans la mesure où les villes où vraiment il y a une coexistence entre
une forêt physique et des habitations, à part Dakar et Thiès, toutes les autres forêts sont dans des zones qui ne sont pas restent intactes. Oui. Alors, c'est pour ça que... Oui, monsieur le ministre, on va revenir à vous dans 30 secondes parce que ce que vous dites, c'est important. Et pourtant, l'urbanisation dite sauvage, c'est l'un des combats des écologistes. Mamadou Berté, quelle est votre réaction sur ce que vient de dire le ministre de l'Environnement, Mme Thierno Dieng? D'abord, permettez-moi de saluer Monsieur le ministre et l'ensemble de vos auditeurs et me féliciter de cette occasion que vous nous donnez d'aborder des questions fondamentales pour le devenir de notre pays. Sur le fond, pour l'essentiel, ce que le ministre a dit est tout à fait exact. Néanmoins, il convient de préciser qu'il y a différents aspects. C'est-à-dire que du point de vue global, les forêts rétrécissent. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On en est arrivé à des moyennes même extrêmement alarmantes, de 40 000 hectares par an. C'est affolant. Et j'en étais à réfléchir sur la progression du désert qui gagne sur notre pays. Imaginez-vous que la vallée du fleuve était extrêmement verdoyante, giboyeuse, jusqu'aux années 80, 79, 80. À partir des années 70, on a commencé à déboiser. Et ce déboisement des années 70 dans cette zone du fleuve a atteint le niveau qu'on a connu aujourd'hui en Basse-Casamance. Et le phénomène de la sécheresse n'y a pas fait... Ce n'est pas tout. Le phénomène de la sécheresse a quand même été un déclencheur à l'origine, parce qu'au début, on n'osait pas toucher au bois. Mais avec la rareté des autres sources ressources économiques, les populations se sont rabattues sur l'exploitation forestière abusive pour... pas seulement du bois d'œuvre. Justement, il y a des mesures qui ont été prises. Là, je m'adresse au ministre de l'Environnement, Mme Thierno Dieng. Si on part de ces événements de Bofa-Bayotte en Casamance, les mesures d'interdiction de coupe illicite du bois, où en êtes-vous? Est-ce que la mesure est strictement respectée dans ces zones, surtout dans les forêts casamançaises, les forêts les plus importantes du pays? Oui, mais... je voudrais quand même réagir un peu à ce que dit notre ami Berthet, que je félicite également pour la lutte qu'il mène au fin de préserver les ressources naturelles, entre autres la forêt. Et dire que la pression qui s'exerce sur la forêt est devenue un phénomène universel. C'est tous les pays qui hébergent des forêts qui observent ces agressions sur la forêt. Et les facteurs d'agression sont multifactoriels, comme on dit. Le principal, c'est ce qu'on appelle l'agression anthropique, c'est-à-dire que le fait des hommes qui tirent certaines ressources de la forêt. Si on prend l'exemple précis du Sénégal, il faut savoir qu'un tiers de la superficie du pays est couverte de forêt. Ça, c'est ce qu'on dit administrativement et géographiquement. Mais physiquement, effectivement, il y a des parties qui ne sont plus des forêts pour diverses raisons. La pression anthropique est due au fait que les gens tirent beaucoup de profit de la forêt. Il y a des produits ligneux. C'est parce que les Sénégalais aussi ont besoin de consommer du bois. Oui, laissez-moi terminer. Il y a les produits ligneux, tout le bois et les dérivés du bois. 90% ou un peu moins de l'énergie domestique provient de la forêt, c'est le bois de chauffe et le charbon. À côté, il y a le bois d'œuvre, le bois de service et le bois artisanal. Ça sont les produits du bois. À côté du bois, il y a les produits non ligneux qui sont des produits de la cueillette. La plupart des produits que les gens consomment, en particulier si vous allez au marché syndical de Pékin, proviennent de la forêt. Et les forêts produisent aussi une faune très dégagée. Ça veut dire que la consommation de fruits aussi a un impact sur un peu la dégradation de nos forêts? Non, pas tellement que ça. Parce que les fruits sont des produits contenus de la forêt à des saisons. La coupe de bois est organisée par le service des eaux et forêts et il y a ce qu'on appelle l'aménagement forestier. Ça, c'est un peu plus technique et un peu plus compliqué, mais il faut savoir que
La coupe de bois, la coupe de charbon, telle qu'elle est organisée et normée par les œuvres des eaux et forêts, ne nuit pas à la pérennité de la forêt. Ça aussi, il faut le préciser. Donc, on comprend, Monsieur le ministre, que quand c'est encadré, tout va bien. On vous retrouve tout à l'heure, Mme Thierno Dieng, ministre de l'Environnement. On va terminer avec Mamadou Berté. 30 secondes, Mamadou Berté. Justement, la coupe abusive de bois, c'est la plus grosse préoccupation dans la lutte contre la déforestation. Mais effectivement, parce que la coupe abusive du bois, c'est celle que nous pouvons raisonnablement maîtriser. Celle qui est liée à la nature et au phénomène climatique, nous la subissons. Néanmoins, je pense que la nature, si on la laisse œuvrer, reprend toujours ses droits. Et partout où on a voulu avoir une politique forestière, le bois se régénère, les forêts se régénèrent et la biodiversité se restitue. Par contre, on a constaté des phénomènes assez alarmants qui concernent la rareté des terres arables. Et ça pose un problème à la limite de survie de certaines économies rurales et un problème de survie également par rapport à l'ensemble de la population. Grosse question, en tout cas, qu'on se pose autour de ces sujets-là. Merci Mamadou Berté, écologiste, secrétaire chargé de la vie politique. Également secrétaire général du parti. Du parti, oui. Reste les Verts, Rassemblement des écologistes du Sénégal. Merci beaucoup à Mme Thierno Dieng, le ministre de l'Environnement. Merci à Abdoulaye Cissé qui a réalisé cette rubrique. Grand journal coordonné par Elhadji Ndiogou. Merci à Laï Diop qui était à la régie, midi 45. Les programmes continuent sur RFM, 13h. Mamoudou Mohamed Ndiaye, le grand journal en Wolof. Et tout de suite, Allô Présidence.